Il est 20 h, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche. Cela fait maintenant 5 jours que des milliers d'Haïtiens tentent de survivre au cœur du chaos. Nous reviendrons sur l'aide internationale et les secours qui tentent de s'organiser. Il y a bien sûr Port-au-Prince, mais il y a aussi, vous le verrez, la situation tout aussi dramatique en dehors de la capitale. Ce soir, le bilan humain reste impossible à établir. Nous reviendrons également avec nos équipes sur place sur la population qui crie son désespoir, qui enterre ses proches quand elle le peut. Certains, vous le verrez, choisissent même l'exode. Mais un exode vers où? Vers quoi? Reportage et témoignages dans un instant. Dans le reste de l'actualité d'aujourd'hui, la visite du pape Benoît XVI à la synagogue de Rome, visite sur fond de polémique après l'annonce de la possible béatification de Pie XII. Un dimanche de sport, retour sur les images et les résultats de la Ligue 1 de football qui a repris hier soir. Lyon, Montpellier et Lille qui s'imposent. Marseille joue gros ce soir lors de son déplacement chez le leader bordelais. Enfin cinéma avec la sortie événement la semaine prochaine de Gainsbourg, vie héroïque, une vraie fausse chronologie pour un vrai film signé Johan Sfar. Avec nous ce soir Eric Elmos Nino, troublant Gainsbourg, et Laetitia Casta, troublante Brigitte Bardot. On les retrouvera tout à l'heure. Voilà pour les titres de cette fin de week-end. Merci d'être avec nous. Cela fait donc désormais 5 jours qu'Haïti tente de sortir du chaos. Et à part quelques miraculeux sauvetages, vous le verrez dans un instant, c'est le désespoir qui domine toujours ce soir. Et les raisons sont multiples. Difficultés dans la mise en place des secours, manque de moyens face aux dizaines de milliers de blessés, une population qui manque de tout, de toit, de nourriture ou encore d'eau. Jamais peut-être un pays ne s'était retrouvé à ce point démuni. Sur place, le reportage de Maryse Burgot, Aaron Daimon, Julie Siboni et Ariel Monange. Un carrefour de Port-au-Prince, sécurisé par les Nations Unies parce qu'à quelques mètres de là, des biscuits protéinés sont distribués. 6 par personne, pas plus. Les sinistrés appellent ces biscuits des bonbons. On distribue un bonbon qui a beaucoup de vitamines là-dedans. Ça peut servir pendant 5 heures de temps. Un gâteau permet donc de ne pas ressentir la faim pendant 5 heures, un bien précieux. Cet homme à la chemise blanche vient d'ailleurs d'envoler un à un enfant. Dans cette chasse à la nourriture, les plus petits sont les plus vulnérables. 4 à 5 heures d'attente, compressés les uns contre les autres sous un soleil de plomb. Les resquilleurs ne sont pas les bienvenus. Qu'est-ce que vous avez mangé ces derniers jours? Rien. Rien du tout? Nous avons mangé nous blé du riz, pois, l'huile, maïs, etc. Voici donc ce que l'on mange aujourd'hui dans les camps de réfugiés de Port-au-Prince. Tu l'as fait avec quoi cette bouillie? À qui ça fait? Bonbon. Ah bonbon. Bonbon. Avec les biscuits qu'ils ont donnés là-bas? Non. Oui. C'est pas là. Du biscuit. Oui, des biscuits. De l'eau. L'eau. Dans de telles conditions, des milliers d'habitants préfèrent fuir la ville. Ces bus sont pris d'assaut. Ils vont vers la campagne, à 5 heures de route. Cet homme tend quelques billets à sa famille, mais il n'a pas assez d'argent pour partir, lui aussi. Pourquoi ne partez-vous pas, vous? Je ne peux pas y aller, dit-il en créole. De toute façon, il n'y a pas de place. Certaines parties de la ville se vident donc de leurs habitants, alors qu'étrangement ailleurs, on s'entasse sur les trottoirs. Dans cette rue, un attroupement attire notre attention. Un homme dit avoir entendu sa sœur crier là, sous les décombres. Michel-Ange. Elle ne répond plus. Les sauveteurs envoient un chien, mais à l'instant précis où ce chien défèque sur la zone de recherche, ils savent qu'il n'y a plus d'espoir. Quand mon chien sent l'odeur de la mort, l'odeur d'un cadavre, il fait ses besoins. En fait, il est entraîné pour ça. Professionnelle avant tout, cette Américaine explique sans détour à cet homme qu'elle arrête les recherches. Plus loin, sur un autre site,
Cet homme nous explique qu'il y a plusieurs personnes vivantes dans les sous-sols de cette université. Et ils ont envoyé des SMS. Oui, ils ont envoyé des SMS. Et que disent ces SMS? Venez nous secourir, nous sommes à l'intérieur des décombres, venez nous secourir. Impossible de savoir exactement de quand datent ces messages qui semblent venir d'outre-tombe. Nous avons évidemment signalé cet endroit aux sauveteurs. Pendant ce temps, à l'hôpital général, des blessés hagards arrivent encore. 5 jours après le séisme, il n'y a toujours pas assez de matériel et ces quelques chirurgiens sont débordés. Le problème est grave, ça se voit. Et il y a beaucoup de gens, on ne peut faire rien du tout. Ce chirurgien a presque les larmes aux yeux. Mais parce que l'espoir est le seul salut, ces enfants ont voulu chanter pour nous. Ils vivaient dans un orphelinat aujourd'hui totalement détruit. Ils vivent désormais sous des tentes. Je vous le disais, des miracles ont tout de même encore lieu. Malgré le temps qui passe, des équipes de secours ont aujourd'hui encore sorti des décombres des survivants. À chaque fois, c'est une petite victoire sur le chaos. Loïc Delamornay. Son traumatisme est resté bloqué à l'instant du choc. Je ne veux pas mourir, répète cette femme qu'on vient d'extraire des décombres et qui ne réalise pas encore que justement elle s'en est sortie. Plus loin, les ruines de l'hôtel Montana concentrent les attentions. 200 personnes ont été ensevelies, alors les sauveteurs s'accrochent à la statistique. Il y aura bien un ou plusieurs survivants. Et enfin une femme, la codirectrice de l'hôtel est retrouvée sous les décombres de son établissement. Sa sœur exulte de joie près de l'ambulance. Il y a aussi cette étudiante de 29 ans sortie par les Américains après des heures de lutte contre les gravats. Il y a toute cette pression qui vous motive et vous aide à tenir. Et une fois que la victime est sortie, c'est là que vous vous rendez compte que vous êtes exténué. Quant à ce blessé, c'est le directeur des impôts de Port-au-Prince, retrouvé par une équipe israélienne. Il est évacué au son des cris de joie de la foule qui scande « Bon boulot Israël ». Mais pour quelques miracles comme Winnie, cette petite fille de 16 mois qui a survécu toute seule 4 jours et dont l'image symbole a fait le tour du monde, combien de cas sans espoir? Si ces images sont largement médiatisées, c'est qu'elles sont rares. Il faut songer que depuis 5 jours, selon les chiffres de l'ONU, les 1700 secouristes venus du monde entier n'ont dégagé au total que 73 personnes vivantes sur des dizaines de milliers d'ensevelis. Et on va retrouver tout de suite à Port-au-Prince l'un de nos envoyés spéciaux, Claude Sampère. Bonsoir Claude. On vient de voir que les secours ont retrouvé encore ces dernières heures quelques survivants. On va s'approcher de 75 vies sauvées. C'est à la fois peu et beaucoup. Effectivement, 75 personnes retrouvées vivantes dans une ville complètement dévastée, une ville de 2 millions d'habitants. Ça peut paraître peu, mais en fait c'est énorme. Vous savez, sur un tremblement de terre, par exemple, comme à Bam en 2003, il y avait eu 60 000, 70 000 morts. Les secouristes n'avaient retrouvé que 4 ou 5 personnes vivantes. Les gens habitaient dans des maisons en terre battue et ils n'avaient eu aucune chance. Le grand tremblement de terre de 1999 en Turquie, des secours très importants qui étaient venus du monde entier. Les sauveteurs n'avaient dégagé des décombres qu'une trentaine de personnes. Alors ici, 70, eh bien en fait c'est un chiffre, 70, presque 75, c'est un chiffre considérable. Et vous savez, les sauveteurs français, eux, ils ont sauvé 11 personnes. Et à l'heure actuelle, ils continuent. Mais quand on les croise dans les rues, je peux vous assurer qu'ils sont très fiers et qu'ils sont vraiment très très heureux. Autre question, Claude, ce soir. Différentes autorités ont avancé plusieurs chiffres concernant le bilan de cette catastrophe. 50 000, 100 000 victimes. C'est un bilan qui semble toujours impossible pour le moment. Effectivement, je crois qu'on ne saura jamais vraiment, vous savez, 30 000, 40 000, 50 000, 100 000 morts. Personne ne saura jamais vraiment. Parce que, pour parler très clair, ici, il y a une telle désorganisation, il y a un tel chaos que personne ne compte les morts. Et honnêtement, je veux dire, vu l'ensemble des urgences qu'il y a ici, je pense que ça peut paraître tout à fait compréhensible. Merci beaucoup Claude. On va suivre tout de suite votre reportage. Vous vous êtes rendu aujourd'hui au cimetière général de Port-au-Prince. Là-bas, ce sont des centaines de corps qui y sont déposés. Dans ce pays très croyant, l'absence de deuil et de recueillement est une douleur supplémentaire. Claude Sampère donc et Olivier Martinez.
Haïti enterre ses morts. Et c'est à chaque fois la même douleur, le même déchirement. Cette femme a perdu son père. Autour d'elle, quelques membres de sa famille et quelques proches. Ceux qui ont été découverts dans les décombres et qui ont eu la chance d'être identifiés ont droit à un cercueil et un rapide enterrement. Ils peuvent ainsi être accompagnés par leurs proches et ils pourront reposer en paix dans le caveau familial. Nous suivons avec son accord la famille de Joseph Yvener. Son corps a été retrouvé cet après-midi, 5 jours après le séisme, et on l'enterre tout de suite. Devant nous, son cousin énumère tous les membres de la famille qu'il a perdus. Moi, Maline Joseph. Moi, Kaline Joseph. Moi, James Joseph. Moi, Philippe Joseph. Moi, Fito Joseph. Moi, James Joseph. Moi, Guerrier Joseph. Tous morts. Tous morts. 7 au total. Tout mort. Quelques mots, parfois quelques prières et un ultime geste comme dernier hommage. Au cimetière central de Port-au-Prince, ce sont des jeunes volontaires qui aident les familles. Tous portent des masques et ils sont complètement débordés. Dans les allées, on peut encore voir des corps entassés sur des charrettes ou déposés à même le sol. Il n'y a plus aucun service funéraire en état de fonctionner. Et ici, toutes les 2 minutes, arrivent de nouvelles victimes. Les plus riches sont amenés en voiture. Les plus pauvres, en brouette. Et les milliers de victimes qui n'ont jamais été identifiées finiront à la fosse commune. Tous les soirs, dans les rues de Port-au-Prince, les survivants se rassemblent pour des messes improvisées. Ici, on chante, on danse et on prie. Des paroles d'amitié, de rassemblement, du courage et une incroyable force. Ce peuple d'Haïti qui a déjà tellement souffert par le passé, ils ont presque tous perdu des membres de leur famille. Et devant nous, des visages heureux et pour la première fois, des mots et des paroles d'espoir. Voilà pour ces images. Autre chiffre du jour, 1,5 million de personnes seraient actuellement sans abri. On retourne tout de suite à Port-au-Prince, retrouver cette fois Maryse Burgot. Bonsoir Maryse, je voudrais qu'on revienne avec vous sur 2 éléments. On a vu dans votre reportage des images d'exode de la population. Est-ce que l'on sait où se dirigent ces hommes et ces femmes ? Oui, ceux qui prennent les bus, en tout cas ceux qui ont les moyens de payer une place dans les bus, vont à la campagne, souvent à 4-5 heures de route du centre de Port-au-Prince. Ils partent dans des bus, dans une invraisemblable cacophonie. Les enfants sont entassés dans les camions. J'ai vu aujourd'hui vraiment des centaines et des centaines de personnes partir. Et souvent, ces gens-là partent le ventre vide, puisqu'ici, pour la plupart d'entre eux, il n'y a pas grand-chose à manger. Autre point également, Maryse, est-ce que cette tension, cette violence que l'on a vue parfois est perceptible dans la capitale ? Alors, c'est une question très difficile. Je crois qu'il y a des phénomènes de violence, évidemment, très nombreux, mais dans des endroits bien particuliers. Et cela ne concerne pas l'ensemble de la ville. Vraiment, depuis 3 jours, nous nous sommes beaucoup promenés dans ces rues. Nous avons visité beaucoup de quartiers. Il y a de la violence, il y a des pillages. Mais de manière générale, il y a aussi beaucoup de gens qui espèrent, attendent calmement et disent qu'ils s'en remettent à Dieu. Vous savez, ici, les gens sont très très croyants et beaucoup d'entre eux prennent espoir dans leur foi et disent qu'ils s'en remettent à Dieu pour que les choses aillent mieux.
Merci beaucoup Maryse. Merci également à Aaron Diamond qui vous accompagne. On a parlé de la sécurité, celle-ci doit être assurée progressivement par les soldats américains qui arrivent en masse, près de 10 000 hommes, je vous le rappelle. La secrétaire d'État américaine Hillary Clinton est d'ailleurs venue durant quelques heures confirmer l'engagement américain dans cette vaste opération de secours humanitaire. Côté français également, les ONG se mobilisent, tout comme la sécurité civile, comme vous le voyez sur ces images. De nouveaux départs ont eu lieu aujourd'hui depuis Roissy. Hier, nous vous parlions de cet hôpital de campagne français dont l'arrivée avait été retardée à l'aéroport de Port-au-Prince. Eh bien, les choses ont progressé ces dernières heures. L'équipe française a pu finalement s'installer au cœur de la capitale haïtienne. Reportage Valérie Lerouge, Yann Moine et Nicolas Berthelot. Une cargaison très attendue. Avec 36 heures de retard, l'avion transportant l'hôpital de campagne français a enfin pu se poser à Port-au-Prince. Ok, on lève, on la met comme ça. 35 tonnes de matériel transbordées à dos d'hommes dans l'urgence. Là maintenant, oui, c'est la chasse aux minutes. Sur ces palettes, des kits chirurgicaux, 8 groupes électrogènes et de quoi opérer en totale autonomie. Oui, il y a 2 blocs opératoires et 2 dispensaires. L'escrime, c'est l'élément de sécurité civile, d'intervention médicale rapide. Rapide, mais toujours compliqué à mettre en place. Au petit matin, les camions sont toujours sur le tarmac et les hommes de l'urgence s'impatientent. Les autorités françaises et haïtiennes hésitent entre 2 lieux pour installer l'hôpital. Un complexe sportif de 1000 mètres nord-ouest de l'aéroport, très bon site, proche de la population haïtienne, beaucoup de débouchés, très bien. Un seul problème, la sécurisation de la zone, trop grand. Un deuxième site, le lycée français, à côté de la résidence de l'ambassadeur. Sur le plan logistique, il est absolument parfait. Il est un peu plus enclavé dans la ville, donc moins facile d'accès pour la population. À 10 h, bonne nouvelle. Bon alors, ça y est, on a le site, on part sur le lycée français. Allez, en avant! Plus de temps à perdre. Il y a tellement de gens qui attendent en attente d'être soignés que bon, ça nous mettait vraiment les boules de rester. Le convoi traverse la ville, escorté par les forces de l'ONU, direction le lycée français. Encore une quinzaine d'heures de montage et l'hôpital pour accueillir ses premiers blessés. 10 chirurgiens et 20 infirmiers se relayeront alors jour et nuit pour opérer pendant plusieurs semaines. Et puis un autre chiffre ce soir, côté français, le dernier bilan qui a été communiqué sur les victimes du séisme est de 12 morts et de 30 à 50 disparus. À Paris maintenant, en fin d'après-midi devant le Quai d'Orsay, ce sont quelques dizaines de familles en cours d'adoption d'un enfant haïtien qui sont venus symboliquement déposer une bouteille d'eau avec le nom de leur enfant. Ils souhaitent réclamer auprès du ministère des Affaires étrangères que les mesures de rapatriement soient désormais accélérées. Reportage Nicolas Châteauneuf et Valérie Lucas. Une bouteille d'eau pour chacun de ces enfants d'Haïti, victimes de la soif, de la faim, des blessures. Cet après-midi, une cinquantaine de parents étaient rassemblés devant les grilles du ministère des Affaires étrangères pour réclamer le rapatriement rapide des enfants qu'ils sont en train d'adopter. Comme Corinne Jusserand, après 3 ans de démarche, elle espérait enfin pouvoir aller chercher son petit Jean le mois prochain en Haïti. Aujourd'hui, elle sait que son fils est vivant, mais que tout manque. La responsable de la crèche, elle nous a lancé un grand SOS en nous disant « Ramenez-moi des dollars, je n'ai plus de quoi nourrir les enfants » et aussi des capsules pour décontaminer l'eau. Depuis le séisme, la plupart de ces familles vivent dans l'angoisse. Pour eux, il faut coûte que coûte ramener ces enfants en France. Nous savons que les procédures ne sont pas terminées, nos enfants n'ont pas de passeport, pas de visa, mais nous demandons à M. Kouchner et les autres de statuer. Lundi, plus de 100 enfants quittent Haïti et sont accueillis mercredi sur le territoire hollandais. Donc voilà, qui suivent ce bel exemple de la Hollande. Reçus par le ministère, les parents ont appris qu'un recensement des dossiers est en cours, mais qu'aucun rapatriement n'est pour l'instant envisagé. En France, entre 1200 et 1500 familles sont en procédure pour adopter un enfant haïtien. Voilà, je vous rappelle que France Télévisions, Radio France et le journal Le Monde s'associent à la Fondation de France. Vous pouvez envoyer vos dons à l'adresse que vous voyez apparaître sur l'écran, par courrier ou par Internet, afin de soutenir les victimes de la catastrophe en Haïti. Voilà pour ce qu'on pouvait dire ce soir sur la situation en Haïti. Il est 20h18. Dans le reste de l'actualité de ce dimanche, la visite du pape Benoît XVI à la synagogue de Rome sur fond de polémique concernant la béatification de Pie XII. Un dimanche de sport avec le football et la Ligue 1 et puis du rugby. Toulouse qualifié en Coupe d'Europe.
Enfin, le cinéma, sorti mercredi d'un film très attendu, Gainsbourg, une vie héroïque. Avec nous, Eric Almos-Nino et Laetitia Casta, alias Serge Gainsbourg et Brigitte Bardot. Mais avant cela, tout d'abord, cette avalanche qui a emporté 4 skieurs dans les Pyrénées. Le bilan est d'un mort et un blessé. Ce sont 2 randonneurs qui effectuent une sortie en raquette qui pourrait être à l'origine de cette avalanche. Météo France maintient son bulletin d'alerte dans la région. La politique avec Ségolène Royal qui conclut une alliance avec plusieurs représentants du MoDem dès le premier tour dans sa région, Poitou-Charentes. Un accord qualifié côté centriste de débauchage par Marielle de Sarnez. Réaction ce soir pour le Parti socialiste de Martine Aubry. Elle était invitée de nos confrères d'RTL. On l'écoute. Si au niveau régional, en Poitou-Charentes, Ségolène Royal avait passé un accord avec le MoDem de François Bayrou, avec l'accord de François Bayrou, cela me posera un problème, ce n'est pas notre décision. Il s'agit là d'individus pour des histoires, j'imagine personnelles, parce qu'ils n'étaient pas sur la liste, parce qu'ils ne l'étaient pas, parce qu'ils ont dit assez de François Bayrou qui fait ceci, qui fait cela. Je n'ai pas à apprécier cette situation locale, ce n'est pas un accord entre le PS et le MoDem de François Bayrou. À l'étranger, le pape Benoît XVI s'est rendu aujourd'hui à la synagogue de Rome. L'occasion pour lui de tenter d'apaiser la polémique qui entoure la possible béatification de Pie XII, dont l'attitude durant la Seconde Guerre mondiale est toujours sujet à controverse. On écoute Benoît XVI aujourd'hui. En ce lieu, comment ne pas se souvenir des Juifs romains qui furent arrachés à ces maisons, devant ces murs, et dans un supplice atroce furent tués à Auschwitz. Malheureusement, beaucoup de gens restèrent indifférents. Mais beaucoup aussi, parmi les catholiques italiens, réagirent avec courage. Le siège apostolique mena une action de secours souvent cachée et discrète. Et sachez que le chef de la communauté juive romaine a demandé aujourd'hui solennellement l'ouverture des archives du Vatican concernant Pie XII. On revient en France. Demain, le tribunal d'instance de Paris devra décider s'il expulse ou non les membres du collectif Jeudi Noir qui se sont installés depuis plus de 2 mois maintenant dans un hôtel particulier de la place des Vosges à Paris. La propriétaire des lieux réclame également le versement de 140 000 €. Yacine Benjanet et Tristan Lebras. C'est un squat 5 étoiles. Un hôtel particulier, presque entièrement rénové. Voilà, ici on arrive dans l'un des grands appartements de l'hôtel, avec un parquet Versailles. 1400 mètres carrés, avec vue imprenable sur la prestigieuse place des Vosges. La marquise de Sévigné est née ici au XVIIe siècle. Mais aujourd'hui, les maîtres des lieux sont des squatteurs, Jeudi Noir, un collectif de lutte contre le mal logement. On n'est pas venu ici pour la vie de château, on est venu ici parce qu'on a un message à faire passer, un combat à mener qui est celui de la dénonciation des logements vacants à Paris. Depuis 2 mois et demi, ils sont une trentaine ici, avec tout le confort moderne. Donc la cuisine totalement équipée, tout était comme ça. Étudiants ou travailleurs précaires, ils subissent de plein fouet la crise du logement. Je suis étudiante, je gagne 600 € par mois en me salariant à mi-temps. Et que à ce tarif-là, je ne peux pas avoir accès au parc locatif à Paris. La propriétaire des lieux est une riche héritière. Pendant 40 ans, elle a dirigé les travaux de restauration. Aujourd'hui âgée de 87 ans, sous tutelle, elle vit dans une maison de retraite. Son hôtel particulier est inoccupé depuis plusieurs années, mais pour son avocat, ce n'est pas une raison pour le squatter. Le droit de propriété est quand même encore en France un droit à valeur constitutionnelle et que vous ne pouvez pas vous-même faire justice à vous-même en rentrant quelque part en disant je suis en train d'appliquer la loi sur la réquisition. La propriétaire réclame l'expulsion des squatteurs et 140 000 € d'indemnité pour occupation illégale. Les gens qui habitent ici, ils n'ont pas la possibilité financière de payer les sommes qui sont demandées. Donc s'ils sont condamnés, ils auront des dossiers de surendettement. Les squatteurs voudraient rester jusqu'à l'été, gratuitement. Droit au logement contre droit de propriété. La justice tranchera demain. Le sport ce dimanche avec les images et résultats de cette fin de week-end, le football et le retour de la Ligue 1. Lille est toujours en pleine forme en 2010. Et puis en rugby, Toulouse s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe d'Europe. Les images du week-end, les petites et les grandes avec Christophe Duchiron. Dans la catégorie des sports de glisse et de grâce, il faut saluer la performance de Twiggy, un écureuil femelle qui fait du ski nautique aux États-Unis avec un gilet de sauvetage et un style certain. En maillot jaune aujourd'hui comme hier, le Français Lanny Chapuis a pris la 2e place du combiné nordique, derrière Moine le Norvégien. Toujours dans les sports de glisse et les sports divers et variés, la Française Sandrine Aubert a pris la 4e place du slalom de Maribor en Slovénie.
alors que le Français Julien Liseroux a pris lui la 5e place de la même épreuve à Wengen en Suisse. D'après une dépêche d'agence, Twiggy l'écureuil pratique le ski nautique depuis 27 ans et mènerait, paraît-il, une carrière internationale. En Coupe d'Europe de rugby, le Stade Toulousain en noir rejoint Biarritz en quart de finale après un succès net et presque sans bavure devant le club anglais des Harlequins, 33-21. A priori, il n'y a aucun rapport et pourtant il y a un point commun entre Twiggy en ski nautique et les joueurs du PSG. Tous ces athlètes de haut niveau tournent en rond. Hier soir, les Parisiens sont revenus de Lille avec une lourde défaite et 3 buts dans la musette. Lille remporte un 7e succès consécutif et occupe la 2e place derrière Bordeaux, qui reçoit ce soir l'Olympique de Marseille. Le cinéma avec tout d'abord le box-office des sorties de la semaine. En tête, Invictus, le dernier film de Clint Eastwood sur le destin de Nelson Mandela avec Morgan Freeman et Matt Damon. Ensuite, Une petite zone de turbulence, une comédie française avec Miu Miu et Michel Blanc. Et enfin, Mr Nobody du réalisateur belge Jaco van Dormel. Coup de projecteur maintenant sur la sortie très attendue, mercredi, de Gainsbourg, Une vie héroïque, un film réalisé par Johan Sfar, dans lequel on retrouve entre autres nos deux invités, Eric Elmos-Nino et Laetitia Casta. Bonsoir, merci d'être avec nous. J'ai commencé par une question, elle est toute simple. Quand quelqu'un vient vous voir et vous dit, voilà, vous allez interpréter Gainsbourg et vous, Brigitte Bardot, c'est quoi la première réaction? D'abord vous, Laetitia Casta. Une envie? C'est un compliment, mais ça fait peur, quoi. Et vous, Eric? Un peu surpris, parce qu'au fond, on ne m'avait jamais dit qu'il y avait une ressemblance quelconque, si, à part peut-être ma frangine un jour, mais sinon un peu curieux surtout, quoi. Envie. Et finalement, à un moment donné, on se dit, est-ce que j'ai le droit de refuser? Est-ce que je peux refuser? Non. Non, on se dit pas, on se dit que c'est irrefusable, c'est vrai. En plus, apparemment, Johan Sfar est assez convaincant, c'est assez un homme passionné. Ouais. On va le voir également avec les premières images du film, Gainsbourg vie héroïque, un conte biographique. Le projet était risqué. Le réalisateur, c'est donc Johan Sfar, et il est néophyte, il vient de la BD. Voici quelques images de son film, on vous retrouve juste après. Marie Jojouan et Ziden Berkous. A tout de suite. Il y a 25 ans, lors d'un entretien télévisé, Jane Birkin posait une question à celui qui fut son compagnon pendant 12 ans. Est-ce que tu peux commencer par le commencement? Comment tu étais quand tu étais petit? Le petit Lulu. Oui. Je m'appelais Lucien quand j'étais petit. Johan Sfar, le réalisateur, fait de même en tirant le fil de l'enfance de son héros. Il s'appelait alors Lucien Gainsbourg. Je serais peut-être un grand peintre. Il se destinait à la peinture. Petit juif déjà rebelle dans un Paris occupé par les Allemands. Merci, monsieur. T'es si pressé de la porter, ton étoile? C'est votre étoile, monsieur. C'est vous qui souhaitez que je la porte. Dis donc, t'es bien insolent, toi. L'insolence avec élégance et la provocation pour credo. J'arrête. Il était provocateur comme peut l'être un petit garçon qui veut qu'on l'aime, qui a peur qu'on l'abandonne et qui est tout surpris quand les gens sont en colère après lui. Et je crois qu'on a très mal compris son aspect provocateur puisque c'est rien d'autre que des lettres d'amour. Des lettres d'amour à lire entre les lignes de l'œuvre du compositeur de génie. Lucien, je t'ai toujours dit que la chanson, c'est de la merde. Mais quand même, je suis fier. En filigrane de ses amours scandaleuses, Juliette Gréco, Brigitte Bardot pour laquelle il écrivit une dizaine de chansons. Mon amour, va au piano et écris-moi la plus belle chanson d'amour. Jane Birkin, Je t'aime moi non plus. Pas vouloir t'embrasser. C'est dommage. Parce que moi j'en ai beaucoup envie. Et la dernière, Bambou, elle défile telle des muses éphémères. On a essayé de travailler sur nos souvenirs. C'est un film de fantôme un petit peu. C'est le souvenir qu'on a de Gainsbourg. Donc Eric avait un mot très joli, il disait « J'espère qu'il va venir ce matin ». Comme s'il le visitait comme dans une séance de spiritisme. Et si Gainsbourg est intensément présent, c'est grâce à Eric Elmos-Nino. Mais on est loin de la biographie filmée. L'œuvre rend à l'homme à la tête de chou autant de vérité qu'il en invente. Cette vie héroïque ressemble étrangement à un conte fantastique. Alors on parlait de la ressemblance, elle est là, vraiment présente, il y a quelques éléments de grimage, mais effectivement elle est présente. Est-ce que c'est un personnage qui finalement vous a envahi? Est-ce qu'à un moment donné, c'est pas compliqué de se mettre dans les chaussures de Gainsbourg aussi? Ah non, c'est pas compliqué, c'est que du plaisir quand même. Se glisser comme ça dans la peau d'un génie, d'un grand poète. C'est tellement riche, quoi. Il y avait tout à faire avec ça. Il y avait une telle matière que c'était du bonheur tous les jours, quoi. Un homme qui aimait les femmes, on le voit à travers dans le film, effectivement. Et puis il y a eu Bardot. Vous avez pu parler avec Brigitte Bardot de
de ce qu'elle avait vécu aux côtés de Gainsbourg. Vous en avez parlé oui, avec elle. j'ai eu cette chance-là. Cette chance-là. Elle m'a encouragée, elle m'a donné des conseils, elle m'a dit des secrets et puis voilà, je me suis vraiment amusée en fait. Moi par contre, d'abord j'avais 4 jours de tournage, j'avais pas le temps de me mettre vraiment dans la peau de Bardot, puis ça aurait été de la pure folie. Donc je me suis seulement amusée à être elle pendant très peu de temps. Une Bardot qui l'a fait beaucoup souffrir quand même. C'est une vraie blessure pour Gainsbourg, cette rupture. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Il a la chance après de rencontrer Berkin, avec qui il est très dur au début. Et puis ça devient la grande histoire. Mais c'est vrai que l'histoire avec Bardot lui a fait du mal. Mais en même temps, c'était quelque chose de magnifique, je crois, entre eux. Il n'en revenait jamais, d'abord, de séduire toutes ces femmes. C'était quelque chose qui était effectivement pour lui complètement inenvisageable. Et puis c'était un homme qui devient chanteur. Finalement, au départ, il rêve d'être peintre. C'est ça son objectif. Ouais, c'est ça. Mais manifestement, il met la barre un peu haut. Il met l'exigence un petit peu trop haut sur la peinture. Et à un moment, il détruit tout. Et finalement, il devient un artiste majeur dans la chanson française, quoi. Alors on peut dire que c'est un conte, c'est pas un film biographique. Parfois il y a des détours, effectivement, un petit personnage qui est là pour nous rappeler tout ça. Il y a une petite féerie un petit peu effectivement dans ce film. Oui, puis l'imaginaire de Joanne, avec son humour aussi. Je trouve que c'est un film qui surprend beaucoup parce que voilà, on a l'impression de rentrer dans un rêve, dans la tête de Gainsbourg, dans ses rêves, avec son monstre. C'est ce que la critique disait, finalement, que ça allait être un peu casse-gueule de s'attaquer à tout ça, et puis finalement... Finalement, je ne sais pas, on ne sait pas, on va voir. Mais finalement, non. Finalement, non. Vous chantez aussi? Oui, on chante tous les deux, on chante ensemble. Ça, c'était étonnant, c'était effectivement aussi un pari, quand la première fois vous vous retrouvez là, avec cette musique de Gainsbourg et celle de Bardot. Ouais, il fallait être un peu inconscient, il fallait être un peu fou. Ouais. Un film d'inconscient, donc un peu fou, une vraie folie, mais en tout cas... ça marche, c'est assez troublant. On retrouvera ça mercredi. On croise les doigts pour vous. À très bientôt. Merci. Ça sort donc mercredi prochain dans toutes les bonnes salles en France. Comme chaque dimanche, l'agenda de la semaine à venir, c'est demain lundi que Mehmet Ali Aksa, l'homme qui avait tenté d'assassiner le pape Jean-Paul II en 1981, doit sortir de la prison d'Ankara en Turquie où il est détenu depuis maintenant 30 ans. Près de 5 millions d'employés de la fonction publique sont appelés jeudi à une grève nationale. De nombreuses manifestations sont prévues un peu partout en France. Et puis bien sûr, nous reviendrons avec nos équipes tout au long de la semaine sur l'évolution de la situation en Haïti. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à toutes nos équipes qui sont sur place en Haïti. Merci à vous pour votre fidélité. Tout de suite la météo, Nathalie Riouet. À 20h35, le pacte des loups avec Samuel Le Bihan et Vincent Cassel. Demain, l'information, c'est dès 6h30 dans Télématin avec Sophie Le Saint. 13h, Élise Lucet. 20h, David Pujadas. Excellente fin de week-end et bonne soirée à vous tous. Merci. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.